Amis des questions, bonjour. Alors, aujourd'hui, dans ma série RAQ, qui, je rappelle, ça veut dire réponse aux questions, qui est une série où je réponds à des questions qui me sont des fois envoyées et qui, à mon sens, peuvent intéresser plusieurs personnes. C'est pour ça que je partage ici les réponses. Alors aujourd'hui, on va voir que j'ai 4 questions. Alors, voyons déjà la première. Une question de Sébastien. Alors, Sébastien me montre un schéma qu'il a trouvé sur Internet qui permet d'alimenter via des batteries rechargeables un petit module testeur de composants qui s'appelle LCR T4 Tester. Je vous l'ai mis ici en photo. C'est partie de tous ces petits modules là qu'on retrouve sous plein de formes et qui permettent, sachant qu'ils sont tous basés plus ou moins sur la même base logicielle, de tester les transistors, les résistances, enfin voilà, de tester ici les composants. Normalement, ce module s'alimente avec une pile de 9 volts. Mais là, l'idée de ce montage, c'est d'utiliser une classique batterie 18650 et qui, elle, va plus éventuellement durer plus longtemps et être rechargeable. Alors, bien sûr, cette batterie-là ne donne pas du tout assez de tension. Avec ces batteries-là, leur tension nominale, c'est de 3,7 volts, si je me rappelle bien. Et ce qui n'est pas suffisant pour faire fonctionner le module. Donc si on regarde ce schéma, l'idée c'est quoi? C'est qu'on voit ici la batterie, ici on voit un BMS qui est censé donc assurer la charge quand on la branche ici sur une prise USB, d'après ce que je comprends. Et ici il y a ce qu'on appelle un module step-up, je vous en ai déjà parlé, qui est un module élévateur de tension qui va élever la tension aux 9 volts nécessaires par le LCR T4 Tester. Et donc la question est, à quoi sert ce transistor et qu'est-ce qui se passe si on ne le met pas? Donc si on ne met pas ce transistor, je veux dire la borne moins du testeur sera reliée à la borne moins du module élévateur, VIN et VOUT ici sont communs, et à la borne moins donc de la batterie. Si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le convertisseur fonctionnera en permanence. On peut voir sur la doc de ce petit module que quand il est en veille, il consomme extrêmement peu. La doc dit 20 nanoampères, ce qui est vraiment très très faible. Et il consomme entre 10 à 20 milliampères quand il est allumé. Donc le problème, c'est que là, si on l'éteint, ok, lui, il va quasiment consommer que dalle. Mais le convertisseur ici, même si on lui tire pas de courant, lui, il va quand même consommer un courant relativement important. Et ce qui veut dire qu'il va quand même décharger la batterie, même si le testeur est éteint. Donc l'idée de ce transistor ici, qui est ma foi un peu maligne quelque part, c'est de mettre en route le convertisseur que quand le testeur est en route. Alors, comment ça fonctionne? Je suppose que c'est basé sur le fait qu'à mon avis, même ce convertisseur, quand il n'est pas alimenté, il y a quand même un petit peu de courant qui passe. Et il en passe suffisamment entre in et out pour le faire marcher, je veux dire, en mode veille. À mon avis, il sera même sous-alimenté, mais à mon avis, c'est ça l'idée. Ce qui fait que dès qu'on le met ici en route, il va circuler ici un courant à l'intérieur. Ce courant, ici, va passer dans la base du transistor et va le saturer quelque part et va faire passer donc le courant entre la borne moins du step-up et la batterie et à ce moment-là, le faire fonctionner. Alors, c'est un petit peu bizarre quand même comme montage, à vrai dire. Je vais être honnête, je l'ai pas testé. Déjà, ça fait quand même passer éventuellement beaucoup de courant dans la base du transistor ici, parce que tout le courant d'alimentation du testeur, il passe bien dans la jonction base émetteur ici. On voit que c'est pas limité, c'est rien. Donc, de 20 milliampères, c'est quand même beaucoup pour faire passer ça dans un 22-22 par exemple. Mais pourquoi pas? Puis en même temps, ça veut dire quand même que le truc fonctionne quand même, je veux dire, en mode repos, alors que le convertisseur ici n'est pas alimenté. Mais enfin bon, dans le principe, ça peut fonctionner. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu, un petit peu bizarre. Bon, la solution la meilleure ici consisterait à mettre carrément un interrupteur devant le module step-up, un vrai interrupteur, ce qui fait qu'à ce moment-là, on est sûr que le convertisseur ne marche pas. Alors c'est sûr que quand on veut le mettre en route, ça oblige sans doute à mettre en route l'interrupteur et derrière mettre en route le testeur. Enfin, pas forcément l'avoir. Enfin bon, voilà en gros l'idée de ce montage qui, honnêtement, je pense peut fonctionner, mais encore une fois, je ne l'ai pas essayé. Ce qui est sûr, c'est que si on ne met pas le transistor, le module ici step-up consommera du courant et videra la batterie. C'est d'ailleurs le problème. Je vous avais montré une fois, on trouve des piles. Alors, il y a différents types de piles. Il y a des piles 9 volts, il y a des piles de 1,5 volts,
qui sont justement rechargeables. En fait, c'est des piles, si on regarde, elles ont une petite prise USB, et on peut la recharger et les utiliser comme des piles. Le problème de ces piles, c'est justement ça. C'est que même si, je veux dire, on les utilise pas, le convertisseur à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a une batterie et un convertisseur step-up ou step-down de ce style-là, il consomme quand même du courant, et il continue à les décharger. Donc en fait, ce genre de piles rechargeables, c'est intéressant que si vraiment c'est sur des choses qu'on utiliserait souvent, quoi. Sinon, si c'est souvent laissé à l'arrêt, ça vaut pas le coup. Alors une deuxième question de Bernard qui me parle d'un voltmètre électrostatique qu'il a en sa possession, de marque Kodak, qui mesure sans contact des tensions continues alternatives de 4,5 volts à 2 kV, ce qui, ma foi, est de très grande dynamique. Et ce genre de voltmètre, il n'y a pas besoin d'être en contact avec la tension à mesurer. Il suffit de rapprocher la sonde très proche de là où on veut mesurer la tension. Et ça donne ici une indication. Alors, je vais être franc, je suis pas du tout un spécialiste des voltmètres électrostatiques. J'en possède pas. J'ai fait quelques recherches et je pensais comme ça pouvait être intéressant, je veux dire, pour la culture générale, de savoir ça. Alors, j'ai trouvé un site intéressant, je mettrai les liens en commentaire de la vidéo, qui donne ici une définition et que le principal avantage d'un voltmètre électrostatique, c'est qu'il n'y a pas de transfert de charge. S'il n'y a pas de transfert de charge, en gros, la mesure ne perturbe pas la tension mesurée. Je rappelle que dans un voltmètre classique, quand on va connecter la sonde sur ce qu'on veut mesurer, il va y avoir un courant qui va être prélevé, alors même s'il est très faible, et ce courant, c'est la fameuse impédance d'entrée du voltmètre. Sur les multimètres classiques, elle est de l'ordre de 10 mégohms, ce qui est beaucoup, mais ça n'empêche pas que, surtout sur des tensions importantes, ça va tirer un certain courant. Et si la source a une impédance d'ici très élevée, ça peut perturber. Et ça va être le cas justement des électricités statiques ou des choses comme ça, qui sont éventuellement des tensions très élevées, avec des impédances très élevées, ce qui fait que le simple fait de la mesurer l'écroule complètement. Donc là, l'intérêt de ce genre de voltmètre, c'est justement, en fait, ce que ça fait, c'est que ça mesure le champ électrique, pas du tout de courant, donc ce qu'ils appellent transfert de charge, et donc ça ne perturbera pas la mesure. Donc là, on voit que ce site, qui a priori vend, voire fabrique ce genre de voltmètre, explique un petit peu comment ça marche. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez éventuellement aller voir, sachant qu'à la base, c'était plutôt fait pour mesurer des tensions continues, mais il semble qu'il y ait des modèles maintenant qui mesurent aussi des tensions alternatives. Je vous ai trouvé aussi un autre site ici qui explique un petit peu un des principes de fonctionnement de ces voltmètres. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que déjà j'en possède pas, je peux pas faire de démo, de trucs comme ça. Et encore une fois, je suis loin d'être un spécialiste de ça. Mais je pense que c'était au moins intéressant de savoir que ça existe. Alors maintenant, j'ai une question de Renault qui est relative à ce qu'on appelle un module RouleNet qui est destiné aux locomotives de modèle réduit. Bon, je vais être franc, je suis pas du tout très connaisseur dans le modélisme ferroviaire. J'ai eu un train électrique quand j'étais môme, mais bon, voilà, à part le faire tourner en rond, c'est à peu près tout ce que j'ai fait avec. Alors, j'ai bien sûr été me renseigner un petit peu, et donc l'idée, c'est que ce petit module, comme on va le voir, est censé améliorer le fonctionnement des moteurs des locomotives, surtout quand il y a éventuellement des mauvais contacts. Alors, il me dit qu'il a trouvé plusieurs schémas de ce système sur le net. Il n'est pas tellement d'accord avec le fait que ça fonctionne ou pas. A priori, donc, il pose, on va dire, des questions sur ce module. Alors, il me demande si le fabricant aurait diffusé un faux schéma pour pas être copié. Est-ce qu'on peut réduire ce problème d'étincelles sans usine à gaz? Et après, il me dit aussi, est-ce que ça peut suffire de mettre des petits condensateurs de 10 nanofarad, les condensateurs que j'ai montrés dans mes vidéos d'antiparasitage, et où est-ce qu'il faut des gros condensateurs. Comme on va le voir, c'est pas du tout la même fonction ici. Donc, il demande aussi si ces petits condensateurs d'antiparasitage, c'est utile, alors que il n'y a plus de récepteurs analogiques. Apparemment, il comprend pas trop la différence qu'il y a entre les parasites radio-télé et le parasite qui éventuellement fait que les trains n'avancent pas de façon harmonieuse, comme il dit. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Déjà, regardons bien c'est quoi le problème. Ici, le problème, c'est pas tellement les parasites générés par le moteur, c'est plus le fait qu'ils soient alimentés de façon discontinue.
En effet, hein, je vous renvoie sur ma vidéo que j'ai fait sur les petits moteurs à courant continu. Tous ces petits moteurs-là, c'est des moteurs donc qu'on appelle balais, hein, généralement, qui sont donc des moteurs où il y a une commutation d'enroulement, hein, qui fait quand le moteur tourne. Et ces moteurs, par définition, génèrent des parasites de front assez raides quand ils tournent, hein, et on peut éventuellement faire des filtres, généralement avec des selfs et des condensateurs, pour justement limiter ces parasites. Mais ces parasites-là, ils sont pas tellement gênants pour le moteur, ils sont principalement gênants pour, je veux dire, la pollution radioélectrique. En effet, un moteur comme ça, qui est pas antiparasité, à côté d'une radio FM, par exemple, ou même surtout plutôt une radio grande onde, un truc comme ça va générer des parasites. Donc l'idée, c'est pas propre au moteur, hein. Je rappelle que normalement, il y a même des normes qui fixent que on ne doit pas dépasser un certain niveau d'émission radiofréquence, hein, quelque part, parasite pour des systèmes. Et donc tous les filtres que je vous ai montrés, le but était donc d'atténuer cette émission parasite. Le moteur en lui-même, il s'en fout, lui, je veux dire, il marche pareil. Alors que dans un train électrique, on a un autre problème. À la base, ça marche comment une petite locomotive de train électrique? Il y a le moteur à l'intérieur de la locomotive. Cette locomotive, elle se déplace. Donc souvent, sur les roues de la loco, il y en a au moins 2 qui sont conductrices, et il va y avoir un système de balai qui vient frotter sur ces roues, et les roues elles-mêmes roulent sur les rails. Ces rails sont après alimentés via souvent un inverseur, parce que c'est comme ça qu'on inverse le sens du train, et derrière une alimentation éventuellement donc variable qui permet de faire varier la vitesse du train. Voilà, le système vraiment de base analogique, c'est comme ça. Bon, je parle pas, j'ai vu qu'il y avait maintenant des systèmes digitaux bien plus sophistiqués. Là, je parle vraiment, on va dire, du train électrique basique. Et donc, le problème qu'il va y avoir avec ça, et que j'ai même connu, hein, même si je suis pas un spécialiste quand je faisais des trains électriques, bah, c'est que les rails, ils sont pas forcément très propres. En même temps, bah, ça fait beaucoup de balais, je veux dire. Il y a déjà les balais de commutation du moteur de la loco, mais il y a aussi bah, ces frottements-là, et ainsi de suite. Ce qui fait que quand le train roule, il arrive des moments où le moteur ici, il va avoir en fait des sortes de micro-coupures qui vont affecter son fonctionnement. Et qui vont bah, éventuellement lui... À un certain moment, si on coupe l'alimentation, il va y avoir une baisse de couple. Et ça peut même arriver parfois, hein, parce que si le moteur il est relativement chargé, que bah, cette micro-coupure, il n'y ait pas assez d'inertie pour que bah, il en sorte. Et éventuellement ça le bloque, ou du moins ça va donner des à-coups et des choses comme ça. Donc voilà, le problème il est ici. Et donc on va voir ce module RouleNet, et son but n'est pas vraiment d'enlever les parasites radiofréquences, même si on va voir qu'il y contribue, mais il est éventuellement amélioré bah, tous ces mauvais contacts ici qui sont faits par bah, tout ce système de via les rails et les roues qui alimentent le moteur. C'est quoi cette solution RouleNet? Cette solution RouleNet, comme on va le voir, et j'ai fait ici le schéma, c'est un truc qui est très simple. C'est 2 condensateurs. Bon, les valeurs préconisées, c'est 47 microfarads, et ici, de diodes. Voilà. Et c'est quoi l'idée? Bah, l'idée, justement, c'est d'emmagasiner un peu d'énergie dans un condensateur, ce qui fait que quand il y a une micro-coupure, bah, déjà, il va pouvoir restituer un petit peu cette énergie, et en même temps, on va voir aussi que ça filtre les parasites, même si c'était pas vraiment son but. Alors, quand il dit qu'il y a plusieurs schémas, c'est vrai qu'on trouve ce schéma ici, mais à mon avis, ce schéma, il y a un bug. D'ailleurs, si on regarde bien par rapport au schéma là, les diodes ici, elles sont inversées, mais quand on regarde ici le dessin du montage, lui, il est bien conforme à ce schéma-là, il n'est pas conforme à ce schéma-là. On voit bien que, ici, les méthodes des diodes sont bien sur les pôles plus des condensateurs, comme sur ce schéma-là, alors qu'ici, non. Donc, ce que je pense, simplement, c'est que dans ce schéma ici, il y a une erreur. Alors, est-ce que dire que cette erreur serait volontaire ou pas? Honnêtement, j'en sais fichtrement, ça me paraîtrait assez bizarre, mais voilà, le seul schéma que j'ai trouvé qui était différent et qui explique ça, c'est comme ça. Alors, déjà, pourquoi il y a un petit peu ce système? Parce qu'on pourrait se dire, bah, est-ce que ça suffit pas de mettre un condensateur? Alors, à la limite, à mon avis, je pense que oui, on pourrait mettre un condensateur, mais le problème, c'est que il faut un condensateur de relativement grosse valeur, et un condensateur de grosse valeur, il est polarisé. Et donc, ça va pas le faire quand il y a l'inversion de la polarité pour que la locomotive aille dans un sens ou dans l'autre. Donc là, si on regarde, on a ces 2 condensateurs-là, et en gros, on voit quand ici c'est positif, le condensateur il va se charger vers cette diode-là, et il est bien ici quelque part en parallèle avec le moteur. Et si ici il y a une micro-coupure,
le moteur, lui, continue à tourner un petit peu, vu qu'il y a cette force contre-électromotrice, et le condensateur ici va se décharger dedans, et donc contribuer à continuer à lui donner quand même un peu d'énergie. Et on voit que c'est symétrique, hein, quand le truc est alimenté dans l'autre sens, ça le fait. Donc voilà, de ce que je comprends de ce module. Alors je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de regarder ce que ça donne en réalité. Alors bien sûr, moi j'ai pas de train électrique ni rien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il suffit de simuler un petit peu le montage. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai fait un petit montage très vite fait sur une breadboard. L'idée, c'est quoi? C'est que j'alimente ici un moteur. Alors, je l'alimente via transistor PNP de façon à ce que la masse soit commune. C'est plus pratique là pour l'oscilloscope. Bien que là, ça aurait pu marcher parce que si mon anime est découplé, mais enfin bref. Et donc là, j'ai mis le symbole là. En fait, j'ai pris un transistor Darlington. Et on voit que quand j'alimente mon système, le Darlington ici, via cette résistance-là, ça fait passer du courant dans sa base, et donc le moteur ici tourne, il est alimenté correctement. Pour pouvoir le couper, en fait, j'ai mis ici un petit photocoupleur, qui, quand ici j'envoie une impulsion de 5 volts, on va dire, on peut voir qu'on circuite quelque part la base, ce qui fait que ça coupe le transistor. Donc ici, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ici je vais envoyer une impulsion sur l'entrée, ça va couper le moteur. Et donc, en faisant ça, je vais pouvoir simuler via des impulsions des micro-coupures, mettre un oscilloscope aux bornes du moteur et regarder en mettant le fameux module, qu'est-ce que ça dit au niveau des mesures. Donc j'ai fait ça et on va regarder les résultats. Par exemple, si je fais une micro-coupure de 40 millisecondes, on peut voir que sans le module RoulNet, ici, quand c'est coupé, le moteur il est bien plus alimenté, mais que il continue à tourner un petit peu. Je rappelle qu'il y a la force contre-électromotrice du moteur, donc voilà, on voit que ça descend parce que il y a l'inertie qui le fait baisser. Et ici, ce qu'on voit là, pour le coup, c'est typiquement les parasites de commutation du moteur. C'est ces fameux parasites qui sont de fréquences qu'on peut voir relativement élevées, que généralement causent des problèmes dans les radios. Et les filtres que je vous ai montrés, ils servent à les enlever. Mais ici, qu'est-ce qui se passe si on met le module RoulNet? On voit, alors qu'en effet, ça atténue aussi les parasites, ce qui est assez normal, dans la mesure où, quelque part, le condensateur absorbe les variations, donc ça fait moins de parasites, mais on voit aussi quand même que, globalement, la tension, je veux dire, efficace quelque part, elle baisse un peu. C'est-à-dire que ça la lisse quand même. Alors, il y a quand même une baisse ici, mais on voit qu'elle est beaucoup plus basse, et tout à l'heure, on va voir que si c'est en charge, ça va quand même donner plus d'énergie au moteur. Là, je l'ai fait avec une impulsion beaucoup plus courte, là, genre en 10 millisecondes. Et là, voilà, on retrouve exactement la même chose, ce parasite ici, et on voit ici que c'est largement lissé, mais on peut voir que grâce à ça, le moteur il est quand même beaucoup moins impacté que ici. Puis en même temps, là, il reste quand même quelque part quand même un petit peu alimenté, en quelque sorte, par le condensateur, alors qu'ici, il est juste sur sa force contre-électromotrice. Et là, je l'ai montré par exemple sur une impulsion encore plus courte. Alors là, ce que j'ai mis, j'ai utilisé ce qu'on appelle la référence. La trace rouge, c'est sans le module RoulNet. Et la trace jaune, ici, c'est avec le module RoulNet. Et ici, on voit que quand il y a la coupure, ici, je sais que ça paraît trompeur, mais en fait, l'impulsion ici de commande, c'est celle qui génère la coupure. C'est-à-dire, en fait, c'est la durée de la coupure. Ici, on peut voir que voilà, toute cette perte, tout ce système-là, il est quand même vachement lissé par le moteur. Et en même temps, là, j'ai fait ce test-là en frottant un peu sur le moteur que j'avais utilisé, ce qui fait qu'il est en charge. Et on voit aussi que il va quand même garder, je veux dire, un couple qui sera sans doute bien meilleur. Et c'est ça qui, à mon avis, fait que les gens qui, d'après des vidéos que j'ai vues, ont utilisé ces modules, fait que le train, il y a quand même beaucoup moins d'à-coups. Je veux dire, ça lui donne en fait, on va dire, la réserve de pêche suffisante pour fonctionner quand ici il y a des micro-coupures. Et donc, comme ça va aussi enlever tous ces parasites et tout, il y a des chances aussi en effet que ça marche aussi en limitant, comme on peut le voir aussi, les surtensions de coupure. On voit ici cette très grosse surtension ici à la coupure qui est due à l'effet selfique du moteur. On voit que elle est complètement lissée. Or, c'est cette surtension ici qui peut être importante, qui éventuellement va faire ces étincelles. Ici, il y en aura quand même beaucoup moins. Donc, c'est, à mon avis, relativement ici efficace. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les limites du condensateur? Qu'est-ce qui se passe si je mets des condensateurs plus petits ou plus gros? Si on met des condensateurs plus petits, il y aura moins de réserve d'énergie. Il y aura sans doute quand même l'effet un petit peu antiparasite,
mais il y aura plus tellement le côté donner de la pêche. Si on met des condensateurs trop forts, bah le truc c'est que ça va déjà consommer plus de courant, parce que quand on va mettre en route le moteur et tout, ça va le charger, puis en même temps, au pire, ça va même, si vraiment le condensateur est trop gros, lui donner une certaine inertie quelque part. Imaginons qu'ici, on mette un condensateur, n'importe quoi, de 5000 microfarads, ça va sans doute fonctionner, je veux dire, mais ça veut dire que quand je vais couper l'énergie, bah, le condensateur, c'est un peu comme une mini-batterie. Il va continuer à alimenter un petit peu le moteur. Bon, je pense que cette valeur de 47 microfarads, elle n'est pas vraiment hyper importante. Je pense aussi que c'est un module qui a apparemment été fait il y a quelques temps et que il n'y a pas beaucoup de place dans ces petits modèles réduits. Donc, mettre des condensateurs plus gros, à mon avis, il n'y a plus la place. Alors maintenant, je pense quand même que il y a des condensateurs qui sont, je veux dire, bien meilleurs au niveau de la taille. Et je pense qu'on pourrait quand même mettre, je pense, des valeurs un peu plus grosses maintenant. Enfin, l'important, c'est que ça tienne dans le modèle réduit. Je pense que ça serait aussi éventuellement mieux de mettre, on pourrait peut-être mettre 100. Après, ça va aussi dépendre, je veux dire, de la consommation du moteur. Selon le type de moteur et sa consommation, ça peut jouer comme ça. Enfin, donc voilà, ce que je peux dire sur ce module Roundlet, et à mon avis quand même, comme on peut le voir, il y a quand même une certaine efficacité, et qui d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu des forums spécialisés, a l'air, je veux dire, enfin, ça a l'air quand même de faire l'unanimité que le fait de mettre ce petit module améliore le comportement du train. Et pour finir, une dernière question aussi de Renault qui me dit que il a récupéré des moteurs joués qui sont faits pour être alimentés en 3 volts ou en 4,5 volts. Et il voudrait savoir comment il peut les adapter à ces trains qui sont alimentés en 12 ou 14 volts. Alors là, bah, ça va dépendre un petit peu, il y a plusieurs solutions, sachant que ça peut être assez compliqué si on veut garder le côté vitesse variable, parce que si le moteur il est alimenté toujours, je veux dire, en continu à la même vitesse, bah, c'est relativement simple à faire. Si par contre on veut garder le côté variation, c'est un peu plus compliqué. Alors, la solution la plus simple, le problème, c'est ici d'avoir un moteur comme ça alimenté avec une résistance. Alors le problème de mettre une résistance, c'est que la consommation d'un moteur électrique, elle est très différente selon sa charge et au démarrage. Donc, au démarrage, il va prendre un courant très fort, puis au fur et à mesure, qui va tourner, il va avoir une force contre-électromotrice qui fait qu'il va consommer moins de courant. Enfin bon, globalement, il y a quand même de la tolérance sur ces petits moteurs-là. On peut éventuellement trouver la résistance qui va bien pour le faire. Donc ça va le faire. Ça permettra d'avoir quelque chose qui varie, mais c'est quand même pas l'idéal. Je veux dire, à un moment donné, de toute façon, le moteur il sera soit sous-exploité, soit, on va dire, en surtension. Alors après, il y a deux solutions ici que j'ai mis qui permettent de l'alimenter, mais je veux dire avec une tension en dessous. Ça consiste à mettre ici des diodes Zener. Alors le fait d'en mettre deux comme ça permet en fait de marcher dans les deux sens. Alors là, l'inconvénient, c'est que le moteur, il va pas démarrer tout de suite. Imaginons que ce soit, pour comprendre, un moteur 6 volts, et donc que je veux alimenter de 0 à 12 volts. Donc si je mets une Zener 6 volts, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer que le moteur, il va pas tourner, et il commencera à tourner dès que la tension sera égale à 6 volts. Et en gros, lui, on pourra le régler, on va dire, de 6 à 12 volts, et lui, il verra sa tension de 0 à 6 quelque part. Alors, ça peut être vu comme gênant ou pas. Si c'est pas gênant, c'est une solution simple, sachant que le problème ici, ça va dépendre de la puissance du moteur. Là, faut calculer la puissance des diodes Zener. Si c'est des petits moteurs, ça peut suffire de mettre des Zener. Sinon, on peut utiliser ce montage ici. Je rappelle que ce montage ici à transistor, ça revient à faire une diode Zener de puissance quelque part. Hein, il suffit de bien calculer ici pour que voilà, avec ce pont diviseur là, on ait ici la tension Zener plus 0,6 volts quand on veut qu'elle rentre ici en conduction. Et le fait de le mettre ici dans ce pont qui est constitué de diodes Schottky pour limiter les pertes, fait que ça marchera dans les deux sens. Donc ça peut être cette solution-là, mais encore une fois, l'inconvénient, c'est que il commencera à tourner que, je veux dire, pas du tout à partir de 0 comme un moteur 12 volts.
Alors il y a une autre solution après qui est justement pour ne pas avoir cet inconvénient, c'est la solution shunt. Là l'idée c'est quoi? Bah, c'est de se dire qu'au contraire, le moteur il marche en démarrant de zéro, mais quand la tension à ces bornes devient trop forte, eh ben on va dériver une partie du courant du moteur dans la ZNR. C'est la fameuse régulation shunt dont je vous ai déjà parlé. Et là pareil, en utilisant soit des diodes tête bêche ici, ou toujours le même montage qu'au-dessus, mais là qu'on voit qu'il est en parallèle sur le moteur, ça va pouvoir le faire. Et on aura bien, en gros, le fait que, bah, en fait, si je règle la tension de 0 à 12 volts, bah, de 0 à 6 volts, par exemple, il augmentera doucement, puis à partir de 6 volts, il augmentera plus de vitesse. Par contre, en surtension, il y aura par contre une grosse perte de puissance, sous forme de chaleur dans ce montage. Donc tous ces petits montages ici, je veux dire, ils fonctionnent, ils font le job, mais comme on voit, ils ont tous des inconvénients. Si vraiment on se dit, je veux avoir une vraie variation, c'est-à-dire d'avoir que quand ma tension varie de 0 à 12 volts, derrière mon petit moteur il varie de vitesse alors que c'est un moteur 4,5 volts, bah là le plus simple, mais c'est comme ça devient un peu plus compliqué. Pour moi c'est d'utiliser un petit Arduino. Cet Arduino, lui derrière, il va mesurer la tension en entrée sur son entrée analogique et faire une modulation d'impulsion sur la vitesse. Alors, on peut aussi le faire sans Arduino, on peut imaginer une électronique qui fait ça très bien, mais honnêtement, là, ça commence à devenir beaucoup plus complexe, et voilà, est-ce que ça vaut le coup de se lancer là-dedans? Là, l'idée, c'était vraiment de donner ces petites solutions qui ont l'avantage, surtout pour des petits moteurs, d'utiliser très très peu de composants, mais comme on le voit, avec des inconvénients. Voilà donc pour cette vidéo un petit peu longue, hein, mais qui m'a permis, donc, j'espère, de répondre aux questions posées. Hein. Je vous rappelle que vous trouverez en commentaire de la vidéo les instructions si ça vous intéresse, donc de participer à ces questions, sachant que, encore une fois, je répondrai pas forcément à tout. Il faut que le sujet s'y prête, que j'ai la réponse et l'inspiration pour le faire. Tiens, Caroline, ça va? Je t'ai pas vu tout à l'heure, t'étais où? T'es partie te promener, et alors, t'as vu une vieille se casser la figure? Oh, bah, c'est pas terrible. Et alors? Heureusement que t'étais là pour en rire, sinon elle serait morte pour rien. C'est pas cool, ça, vraiment. Oh, cette Caroline. De beaux montages, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.